Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. Merci pour votre fidélité, pour vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment retrouver le contenu de La vie en mieux, question d'éducation, en podcast sur l'appli Sud Radio, sur le site internet sudradio.fr. Les questions d'éducation, vous le savez, nous concernent tous, que nous soyons parents, étudiants ou enseignants. Aujourd'hui, nous allons parler des jeunes qui ont un trouble développementaux, parce que j'ai failli dire neuroatypique, mais il paraît qu'il faut dire neurodéveloppementaux. Alors je respecte. Et savez-vous que selon une étude récente, 10 à 15% de la population serait neuroatypique. Vous avez certainement autour de vous entendu parler d'enfants qui ont ce qu'on appelle un TSA, un trouble du spectre autistique, ou un trouble de l'attention. Des enfants avec comme on dit, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. Mais savez-vous exactement ce que ça signifie au quotidien pour chacun d'entre eux? Qu'est-ce que ça représente pour la famille? Quels sont les signes qui peuvent vous alerter? Comment peut-on les accompagner dans leur vie sociale et leur vie scolaire? Eh bien, nous sommes sur Sud Radio. Vous restez avec nous, on en parle tout de suite avec nos invités. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Myriam Bost. Bonjour Catherine. Psychologue à Mins en Isère. Merci d'être avec nous. Je suis ravie aussi de recevoir Barbara. Bonjour. Bonjour. Qui est avec nous et qui est la maman de Isaiah qui a 11 ans et qui a donc un trouble de l'attention, mais aussi avec hyperactivité, dyslexie aussi. Dysgraphie. Et dysgraphie. Bon, et alors dyspraxie. Et dyspraxie. On va pouvoir en parler. Myriam Boss, la neuroatypie, elle englobe quel type de trouble exactement? Alors, quand on parle des neuroatypies, on parle en fait des troubles neurodéveloppementaux. Oui. Et à l'intérieur des troubles neurodéveloppementaux, on va retrouver plusieurs troubles. On a le TSA, le trouble du spectre autistique, le trouble du déficit attentionnel avec ou non hyperactivité. Oui. Mais on va aussi retrouver les troubles spécifiques des apprentissages qui sont la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Et on a encore les troubles de la communication qu'on appelait avant dysphasie, dans lequel on va trouver le bégaiement, les troubles du langage oral, les troubles dans la communication sociale, et également les troubles des coordinations qu'on appelait dyspraxie, qui sont des difficultés autour de l'automatisation et la réalisation des gestes moteurs. Et puis enfin, on a les troubles du développement intellectuel qui font également partie des troubles neurodéveloppementaux. Alors, la première question que je me pose, c'est est-ce que ces troubles neurodéveloppementaux sont en nous dès le plus jeune âge, ou est-ce que certains d'entre eux peuvent se développer tardivement? Eh bien, justement, on parle de troubles neurodéveloppementaux parce qu'en fait, ils sont là depuis la naissance. Et même si on va avoir des signes apparaître au fur et à mesure du développement, en fait, c'est une perturbation du développement cognitif, moteur, affectif, et ça va entraîner un retentissement important dans le développement et dans le fonctionnement adaptatif au niveau scolaire, social ou même familial. On s'en aperçoit toujours? C'est-à-dire que c'est difficile de passer à côté? Ou est-ce que les parents, souvent, ils voient des signes depuis toujours. Et par contre, on peut avoir des enfants et donc des ados aussi qui vont masquer et qui vont, par exemple, au niveau scolaire, on ne verra pas forcément beaucoup de retentissement. Ils vont avoir beaucoup de capacités d'adaptation, mais ça a un coût quand même. Au niveau de la fatigue, ça va avoir un impact sur leur bien-être. D'accord. Alors, Barbara, vous êtes la maman d'Isaiah, donc qui a 11 ans, qui est au collège. Et lui, alors, il a plusieurs troubles. Comment, au quotidien, ça se traduit comment pour vous? Parce qu'en plus, il y en a plusieurs. Très bien, oui, c'est ça. Donc, ça se traduit, c'est très, très, très fatigant. Il faut beaucoup d'accompagnement, beaucoup de rendez-vous dans le libéral. Donc, il faut qu'on se détache beaucoup de temps pour tous ces rendez-vous. À la maison, il faut répéter toujours, tout le temps, toute la journée. Il faut donner les consignes une à une. C'est-à-dire, par exemple, mettre la table, pour lui, ça n'a pas de sens. D'accord. Prends les sets de table, mets-les sur la table. Ensuite, prends les couverts. Mais voilà, il faut faire consigne par consigne. C'est des enfants aussi. Être détaillé, donner les détails de chaque chose. Détaillé. Faut maintenir son attention quand on attend, par exemple, qu'il puisse faire ses devoirs, produire quelque chose. Il faut être à côté de lui
lui donner la consigne, lui faire répéter pour savoir s'il a bien compris la consigne et ensuite l'accompagner pour le mettre au travail. Et en classe, il est dans un collège au milieu d'autres élèves? Oui, il est en situation, il est reconnu en situation de handicap par la MDPH. Donc, il est en classe ordinaire avec des adaptations et une AESH mutualisée. Et alors, à quel moment vous vous en êtes rendu compte? Il était tout petit, Isaiah? Moi, je m'en suis rendu compte depuis qu'il est bébé, mais je savais pas mettre des mots qui sont devenus après sur ces mots MAUX. Oui. Mais arrivé à l'école déjà maternelle, il était tout le temps puni sur une chaise bleue et il détestait l'école. Et on me disait, oui, bon, vous êtes une maman solo, donc il y a peut-être aussi un manque d'autorité, ce qui arrive souvent à ces âges-là. C'est peut-être un manque du papa lorsque le papa était quand même présent. Et par la suite, en CP, c'est en CP qu'il y a une maîtresse qui m'a dit, il faudrait peut-être creuser parce qu'il peut y avoir des troubles du neurodéveloppement. Et c'est là que j'ai commencé à étudier la piste. D'accord. Alors, Myriam Bost, dans ces cas-là, on fait en général un bilan neuropsychologique. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça comporte exactement? Alors, le bilan neuropsychologique, c'est un des bilans possibles, c'est-à-dire que suivant les troubles, par exemple, quand on est sur des troubles en lien avec les apprentissages comme la dyslexie, Oui. souvent on va aussi avoir besoin d'un bilan auprès d'une orthophoniste parce que c'est la profession qui est spécialisée dans le langage écrit et la lecture. Donc, en fait, suivant les comportements et les difficultés que rencontre l'enfant, les parents vont être orientés vers différents types de professionnels. Et Barbara en a très bien parlé. Il y a beaucoup de professionnels qui peuvent intervenir auprès des enfants qui ont un TND ou plusieurs TND. Et pour le bilan neuropsychologique, souvent, on va avoir un bilan qui s'appelle un bilan QI, qui nous permet d'avoir une photographie un peu du fonctionnement global de l'enfant au niveau cognitif. Mais on va rajouter des épreuves suivant un peu les plaintes. Donc, quand c'est de l'attention, on va rajouter des bilans attentionnels. Quand on va être au niveau de la compréhension de ce qui se passe dans les interactions sociales, et ben, on a des bilans spécifiques pour ça. Et bien évidemment, les bilans, ils sont à mettre en lien aussi avec une anamnèse. Donc, on va interroger les parents, mais on va aussi prendre le temps aussi d'interroger l'école pour voir comment l'enfant se comporte à l'école. Alors, quand on parle des troubles de l'attention, du manque de concentration, il y a énormément d'élèves aujourd'hui qui manquent d'attention, qui manquent de concentration. Et je pense que les réseaux sociaux ont amené aussi peut-être, renforcent aussi peut-être ce manque de concentration. À quel moment, en fait, on se dit, tiens, là, c'est peut-être un trouble de l'attention, c'est peut-être plus sérieux qu'un simple manque d'attention, un simple manque de concentration? Alors, c'est très bien de le préciser parce qu'effectivement, le TDAH n'est pas le seul responsable des difficultés attentionnelles. Oui. Il est important quand même de noter qu'il y a aussi une question de développement, c'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans a beaucoup moins d'attention qu'un enfant de 17 ans, enfin qu'un ado de 17 ans, par exemple, et que c'est notamment dû au développement, mais aussi il ne faut pas négliger que les troubles anxieux, l'anxiété, le stress chronique peut avoir un impact sur les capacités attentionnelles et parfois on néglige un peu la possibilité que les enfants ou les ados puissent être anxieux ou avoir du stress chronique alors que ils peuvent effectivement en ressentir et ça va avoir un impact comme les événements, je sais pas, une maladie chronique, des déménagements répétitifs, enfin en fait tout ça, ça peut influencer sur les capacités attentionnelles. Ce qui va faire qu'on va parler d'un trouble déficit attentionnel avec ou non hyperactivité, c'est parce que en fait c'est là depuis toujours, c'est-à-dire que même si ça explose, que c'est beaucoup plus visible au collège, par exemple, en fait, quand on reprend les parents, ben là, la maman Barbara, elle l'a très bien dit, dès la maternelle, il y avait déjà des choses qui montraient que, attention, cet enfant, il était en difficulté au niveau scolaire. Donc, c'est depuis toujours et c'est un retentissement dans plusieurs environnements. Lorsqu'il y a une fratrie, est-ce que, j'imagine que vous avez des familles qui viennent vous voir ou peut-être des parents qui viennent vous voir, est-ce que c'est difficile à vivre pour la fratrie, pour les frères et sœurs qui sont dans la même famille? En fait,
Ça va avoir un impact parce que ça dépend déjà de la sévérité de l'impact du fonctionnement neuroatypique. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, c'est pas pareil quand on a un enfant qui a que un TND ou si on a un enfant qui a plusieurs TND. Ça dépend aussi des capacités que l'enfant il a à travers son fonctionnement neuroatypique. Et donc, pour des frères et sœurs, ça peut être forcément à des moments donnés impactant parce que il y a beaucoup de rendez-vous pour ce frangin ou cette frangine. Les parents sont aussi beaucoup centrés sur lui ou sur elle. Et donc, ça va avoir un impact. Se sentir un peu seul ou l'attention n'est pas suffisamment... Exactement. Donc, on peut avoir des choses comme ça qui peuvent ressortir dans les fratries. Et puis après, faut pas négliger qu'il y a une piste génétique en termes de cause. Donc, parfois, on n'a pas qu'un enfant avec un TND, on en a plusieurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en a de plus en plus d'enfants avec des troubles neuroatypiques ou pas? En fait, on diagnostique beaucoup mieux les troubles neurodéveloppementaux. Il faut savoir qu'en France, on est encore un peu en retard sur notamment le diagnostic du trouble du spectre autistique. Alors, le gouvernement a mis beaucoup de choses en place pour qu'il y ait un diagnostic plus précoce, mais il y a encore beaucoup de temps d'attente sur les structures qui permettent le diagnostic et on diagnostique mieux. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends les troubles de la lecture au niveau dyslexie, les professeurs, les enseignants sont aussi beaucoup plus alertés. Et du coup, ils sont aussi, ils attendent pas, ils se disent pas juste, c'est juste un peu d'attente. Non, ils avertissent très vite les parents dès les premiers symptômes ou dès les premiers des questionnements qu'ils peuvent avoir au sein de leur classe. Oui. Donc, on les diagnostique mieux. D'accord. Vous restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Les troubles neurodéveloppementaux, on en parle tout de suite avec nos invités. À tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour parler des troubles neurodéveloppementaux chez les enfants et les ados. Nous avons identifié ces troubles dans la première partie. Vous n'hésitez pas à réécouter cette émission si vous l'avez ratée en podcast sur sudradio.fr ou sur l'appli. Alors avant de donner à nouveau la parole à Myriam Bost, psychologue spécialisée sur ces troubles, Barbara, vous qui êtes la maman d'Isaiah, 11 ans, à partir du moment où votre fils a été diagnostiqué TDAH, tous les troubles qui le concernent, quel process vous avez mis en place en classe et à la maison ? Moi, j'ai été complètement démunie. Quand vous avez un diagnostic, on vous donne les rendez-vous chez la psychomotricienne, chez l'orthophoniste parfois, ou alors chez la psychologue. C'est combien de rendez-vous ? Ça peut aller 4, 5. Et aussi, on peut parler du montant, des séances entre 50 et 60 € une fois par semaine. Et quand vous travaillez, déjà, il va falloir vous dégager du temps pour aller à ces rendez-vous. Et au niveau du remboursement À part l'orthophonie, le reste n'est pas remboursé. Waouh, donc c'est un coût conséquent. C'est un coût conséquent, effectivement. D'accord. Alors, Myriam Bost, vous qui êtes spécialisée, est-ce que vous conseillez aux parents qui sont concernés de privilégier un encadrement scolaire qui soit spécialisé, ou est-ce que vous vous dites qu'il vaut mieux pour l'enfant de rester dans une classe avec ses camarades et de suivre en fait une classe normale ? Ça va dépendre du fonctionnement de l'enfant et de ses particularités neuroatypiques. Il y a effectivement beaucoup d'enfants qui peuvent suivre une scolarité, on va dire classique, dans le milieu classique, mais parce qu'ils vont avoir des aménagements. Barbara en parlait dans la première partie du dossier MDPH et du coup des aménagements de l'AESH. Donc l'auxiliaire qui est là pour accompagner son enfant. Donc ça, c'est des aménagements qu'on peut avoir dans le milieu classique. Maintenant, il y a certains enfants qui vont, par exemple, avoir un trouble du développement intellectuel qui va du coup avoir un impact sur leurs compétences de raisonnement et d'abstraction, qui va faire qu'ils vont, à un moment donné, les compétences scolaires demandées vont être trop vite abordées et ils pourront pas assimiler. Et donc, on va les orienter soit dans des classes comme en Ulysse, soit même en IME, par exemple, en institut médico-éducatif, pour effectivement leur permettre de poursuivre une scolarité. Ça va vraiment dépendre des enfants. Comment réagit Barbara, Isaiah, à tous ces rendez-vous, à tous ces... Alors,
c'est suivi? Il a fallu beaucoup de temps. Déjà, il a fallu qu'on trouve le diagnostic. Je pense qu'une fois qu'il y a eu une équipe autour de lui et des gens qui lui ont dit que c'était pas de sa faute, puisque ces enfants-là se dévalorisent Bien beaucoup. Une fois qu'il a eu le diagnostic, il s'est senti apaisé. Donc moi-même, j'ai changé mon fonctionnement éducatif aussi. Donc il se sentait beaucoup mieux. À l'école, c'est encore compliqué parce qu'on se compare encore beaucoup aux autres et que quand les aménagements ne sont pas mis en place, puisque c'est quand même de longue haleine, toutes ces démarches administratives qui nous sont demandées, il se dévalorise quand même. Il a un manque de confiance en lui. Il se trouve nul puisqu'il se compare aux autres. Donc c'est très compliqué. D'où le suivi psychologique qu'il a depuis quelques années. Mais il sait que c'est pour son bien et que c'est pour l'accompagner au mieux. Voilà, c'est ce que j'allais demander justement à Myriam Boss. Est-ce que justement, au-delà du trouble que vous soignez, est-ce que vous avez pour certains d'entre eux un suivi psychologique parce que vous sentez que l'enfant se sent pas forcément bien dans sa vie à l'instant T ou en classe ou... Alors, je vais préciser, en fait, on ne soigne pas les troubles neurodéveloppementaux puisque c'est un handicap et du coup, ça fait partie de leur fonctionnement et mon travail et ceux des autres professionnels, ce n'est pas de faire en sorte que l'enfant n'ait plus son trouble, mais plutôt même de pour l'accompagner. l'attention. Même pour l'attention. Ouais. D'accord. C'est un handicap dans le sens où, en fait, ce qu'on va chercher, c'est d'amener l'enfant, l'adolescent à mieux comprendre son fonctionnement parce que son cerveau traite l'information d'une autre manière. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de se dire qu'il faut qu'il change son cerveau. Il peut pas, en fait. Donc, on va plutôt l'amener à mieux se connaître, comprendre dans quel environnement il a besoin d'adaptation ou quand est-ce qu'il a besoin d'aide et voir quelles sont les stratégies d'adaptation qu'il va avoir besoin de mettre en place à des moments donnés. Si je prends par exemple l'exemple de Barbara, elle disait qu'elle doit être beaucoup derrière son fils pour lui dire les consignes et de faire des petites consignes pour qu'il arrive à suivre. Et ben ça va être à un moment donné, il va apprendre avec les professionnels à mettre en place des stratégies pour que quand il sera adulte, même s'il a encore des fluctuations attentionnelles, il arrive à travailler, à faire ses courses, à vivre, etc. en fait. Donc en fait, puisque vous dites que ça fait partie donc de l'enfant et donc qui va garder en fait ces troubles avec lui, donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous recevez une famille, vous mettez en place un protocole et le suivi, le lien, vous le gardez pendant combien de temps? Où il y a un moment où ce n'est plus nécessaire? Ben, ça va dépendre encore une fois des enfants et des situations. Vous m'avez demandé s'il y a un suivi psychologique. Oui, il y a des enfants qui ont besoin d'un suivi psychologique. Barbara a expliqué très bien. Il y a une difficulté dans la confiance en soi et l'estime de soi. Et du coup, pour certains, il y a besoin d'un soutien psy en plus. Pour d'autres, on va être vraiment sur, par exemple, le suivi orthophoniste, psychomotricien ou ergothérapeute qui va les suivre tout au long de leur scolarité, puis après qui va s'arrêter. Pour d'autres, ils le reprendront à l'âge adulte. Ça va vraiment dépendre. Je vous donne un exemple. Là, récemment, j'ai eu un jeune homme la première fois que je l'ai rencontré, il avait 7 ans dans mon cabinet. Et là, il a une vingtaine d'années, il travaille en ESAT et il a repris contact avec moi pour avoir un suivi psychologique, justement, en me disant, bon, je te connais bien. Maintenant, là, je vais pas très bien, donc j'ai besoin de te parler. C'est super qu'il le fasse. On travaille plus du tout la même chose en fait, mais il y a quand même besoin peut-être toujours d'un suivi particulier. D'accord. Il y a parfois des suivis, un suivi médical qui accompagne ces protocoles ou pas du tout? Ou en général, non? Oui, parce que en fait, je ne sais pas si c'est le cas de Barbara pour son fils, mais certains enfants qui ont un TDAH, mais c'est le cas aussi pour des enfants qui ont un TSA, ils peuvent avoir un suivi médicamenteux, pardon. Et en fait, le médicament n'est pas là pour soigner, mais pour soutenir le fonctionnement du cerveau un peu. Vous voyez, c'est-à-dire que si je prends le TDAH, on est sur des fluctuations attentionnelles. Le médicament est là pour soutenir le cerveau par rapport à l'attention. Et donc, pour certains enfants, ça va être quelque chose qui va leur permettre justement de regagner confiance en eux, d'arriver à se sentir plus capable. Et c'est pas forcément quelque chose à voir comme étant négatif, en fait. C'est complémentaire à d'autres accompagnements, en fait. D'accord. Alors, on va bientôt se quitter. Moi, je voudrais avoir le point de vue de la maman et le point de vue de la thérapeute. Quels conseils vous pouvez toutes les deux avoir envie de donner aux parents qui nous écoutent et qui peut-être ont du mal à vivre ces situations?
qu'il faut être accompagné, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé et servi. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est la guidance parentale. C'est-à-dire que quand on arrive dans tous ces mots, TND, PAP, enfin voilà, tous ces acronymes, à un moment, on a juste besoin de se dire, mais comment fonctionne notre enfant, comment fonctionne ce cerveau? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc déjà, je pense que pour débuter, la psychologue, Bien comprendre ce qui se passe. Bien comprendre ce qui se passe et pourquoi l'enfant a ces réactions-là. Myriam? Globalement, je rejoins complètement ce qu'a dit Barbara et je rajouterais que ne cherchez pas en tant que parent à gommer les particularités neuroatypiques de votre enfant, mais plutôt à mieux les comprendre pour qu'il puisse devenir aussi un adulte plus épanoui parce qu'il saura mieux qui il est, il comprendra son fonctionnement et il aura des stratégies pour faire face aux événements de sa vie en fait futurs. Oui, parce que je pense que quand on est parent, et tant qu'on est là pour les entourer et les accompagner, mais on se dit qu'un jour ils seront adultes, qu'on ne sera plus forcément là, et on espère qu'ils vont pouvoir évoluer de la meilleure façon qui soit. Donc je pense que ça doit être aussi une peur que tout parent, au départ, doit forcément vivre. Oui, il y a beaucoup ça, effectivement. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux. Merci Myriam Boss, psychologue. Barbara, pour votre participation. Je vous rappelle, si vous souhaitez réécouter cette émission, Sud Radio, l'application, ou sudradio.fr. La semaine prochaine, nous parlerons du harcèlement physique et moral. Et nous reviendrons d'ailleurs sur ces enfants qui, malheureusement, sont parfois à l'école la cible de harceleurs. Excellente semaine à tous. On se retrouve dimanche prochain. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.